Je suis Joël Taureau. J'ai été professeur d'éducation socio-culturelle pendant un certain temps, et puis formateur des professeurs d'éducation socio-culturelle dans une deuxième vie. Et ma mission, comme celle de tous mes collègues, c'est, selon la formule consacrée, de mettre en avant la personnalité des élèves, comme toi, et la dynamique du corps social auquel vous appartenez. Je te dirai d'où vient cette formule. Et déjà, pour signaler un petit peu les choses, cette exigence éducative, elle est là dès le début donc, de l'ESC 1965. Et pour cela, en 1965, on déploie les grands moyens. Éléments haute fidélité. Électrophone Barth type 5, Thorens type Michel-Ange. Amplificateur Brown et Fisher type X. Enceinte Ten et Leak Sandwich. Platine Thorens TD 150. Récepteur radio Amplix Intermezzo, etc. Et tuner Essart. Ouais, vous entendez bien, on est dans un lycée agricole en 1965 et c'est l'inventaire du matériel audiovisuel que chaque lycée est invité à investir pour son centre socio-culturel. Je continue au risque de rendre jaloux le personnel de Radio France. Matériel de projection, projection diapo Malmaison, type Simda, écran différent pour public en longueur ou largeur, magnétophone, ça c'est pour vous là, le Philips EL 3300 et le Radiola RA et le Grundig et le UER 4000L. Et sur secteur, le Grundig TK41, le UR Royal et le Revox évidemment. Et puis des micros, Milodium, etc. Et rendez-vous compte, dans chaque lycée, en tout cas, un projecteur 16 mm Bell-OL, comme au cinéma. C'était il y a 60 ans. Le ministère de l'Agriculture prend la décision politique de moderniser la formation des jeunes ruraux. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de prendre en compte les bouleversements économiques, sociaux, agronomiques de l'agriculture. Il faut donc réinventer les orientations de la formation et on pourrait dire aussi de changer l'appareil de formation lui-même. Et dans cette histoire, il y a deux personnages principaux. Il y a Edgar Pisani, que vous connaissez, le ministre de l'Agriculture, et Paul Arvois, qui est moins connu. Paul Arvois est un militant de l'éducation populaire, et ces deux personnes, ce sont vraiment deux humanistes éclairés, utopistes, mais pragmatiques. Et je rajoute Jean-Michel Soupeau, qui a su trouver tous les cadres administratifs pour faire exister, en fait, l'ambition des deux premiers. Donc, il décide de mettre en place un dispositif d'éducation socio-culturelle. Et idée géniale, c'est de l'insérer dans un enseignement technique. Pas dans un lycée d'enseignement général, non, dans un lycée technique. Et pour cela, il s'inspire de... Ils ne réinventent pas tout, hein, mais il s'inspire beaucoup de l'école nouvelle, les mouvements d'école nouvelle à l'époque qui préconisent les méthodes actives, qui préconisent le lien avec le terrain, avec le milieu. Il s'appuie évidemment sur toutes les ressources de l'éducation populaire, avec en visée l'émancipation individuelle et collective, les deux ensemble. Démocratiser la culture, former des citoyens critiques, etc. Et puis aussi tout le terreau des mouvements associatifs qu'il y a en milieu rural et qui sont parfois, pas toujours, mais qui sont parfois porteurs d'innovation sociale. Et alors pour eux, le dispositif va s'appuyer sur 3 piliers. Premier pilier, un centre socio-culturel implanté au cœur de l'établissement. Enfin, pas tout à fait au cœur, disait Paul Arvois, mettez-le un petit peu sur le côté pour que les jeunes ne soient pas tout le temps dans les pattes des profs, etc. Deuxièmement, une association sportive et culturelle. Et ils fournissent des statuts types, ce qu'on appelle des statuts types, bon, pour toutes les associations. Et troisièmement, pour accompagner et faire vivre le dispositif, ils mettent en place un corps d'animateurs fonctionnaires, complètement nouveau en France, les animateurs ne sont jamais des fonctionnaires. Et puisqu'on est dans le système scolaire,
ils auront le même statut de professeur que les autres collègues de l'établissement. Donc on les appelle aujourd'hui professeurs d'éducation socioculturelle, ou certains tiennent à ce qu'on rappelle l'histoire et qui s'appelle professeur animateur d'éducation socioculturelle. Avec quelle mission ? Bon, pour Edgar Pisani, le ministre, comme pour Paul Arvois, Paul Arvois, c'est vraiment la cheville ouvrière, on va dire, de l'éducation socioculturelle. La mission de ce dispositif ambitieux, c'est, comme je te l'ai dit, Diego, tu te souviens, de mettre en avant la personnalité des élèves et la dynamique sociale, et la dynamique du corps social auquel ils appartiennent. On dirait aujourd'hui, avec le vocabulaire nouveau, renforcer leur pouvoir d'agir, favoriser leur épanouissement personnel. Et à l'époque, aucun programme strict n'est posé. À chaque professeur d'éducation socioculturelle d'inscrire l'action socioculturelle dans la culture de chaque établissement. Vu la disparité des publics, des territoires, des formations en place, etc., à ce moment-là, on considère qu'il faut que le prof de SC prenne la mesure du terrain et construire son dispositif personnel en fonction de tout ça, de tous ces éléments. Inutile de vous dire que quand les profs de SC sont arrivés dans les établissements, ils n'ont pas forcément été très bien accueillis. Surtout quand, par exemple, un certain Paul Arvois disait que l'ESC, c'est le cheval de Troie pour un projet éducatif des temps modernes. Donc il savait bien que ça allait quand même un petit peu déranger aux entournures. Bertrand Hervieux nous rappelait qu'il fallait qu'on apprenne aux élèves à regarder par-dessus la haie. Et il y a une phrase que j'aime bien de Gervais, qui, je ne vous dis pas qui c'est, et Gervais disait, bon, au fond, un lycée agricole, c'est quoi ? C'est un ingénieur agronome, un prof de SC et un bus. Inutile de dire, parce qu'on le devine encore une fois, que les sociaux, quand ils sont... Alors les sociaux, j'utilise ce terme-là avec des guillemets, pendant longtemps, en tout cas de mon temps, les sociaux, ça pouvait être pour les jeunes, soit le prof de SC, c'était un socio, soit le centre socioculturel, on allait aux sociaux, soit les cours de sociaux. Bon, les sociaux, quand ils sont arrivés, donc comme je vous l'ai dit, ils n'étaient pas fortement les bienvenus, et aujourd'hui, plus personne ne conteste l'apport de l'éducation socioculturelle au système. Et on le doit d'abord au fait que les champs d'intervention se sont clarifiés, ils se sont cristallisés, on va dire, autour de l'éducation aux enjeux sociaux et culturels, l'éducation artistique, ça c'est clair, et l'éducation à la communication, à l'autonomie et à la coopération. Et puis deuxièmement, parce que ce dispositif s'est élargi progressivement, il s'est enrichi. Il s'est enrichi avec des réseaux régionaux, avec des établissements qui collaborent, qui se mettent en lien avec des partenaires comme la culture ou les conseils régionaux, etc. Il s'est élargi avec un réseau national où on met en évidence les réussites, les questionnements, etc. Un lieu de réflexion. Et bref, il y a d'autres éléments du dispositif, mais je passe. Et ça, c'est un tableau, je le redis, à grands coups de serpe. Alors, le vieux socio que je suis se pose la question, quand il entend ses collègues aujourd'hui, c'est comment garder le cap éducatif avec des publics jeunes qui sont de plus en plus happés par les réseaux sociaux. Ça, c'est une vraie belle question. Peut-être qu'à un moment donné, s'il y a un débat, on pourra en discuter. Mais ce que je veux dire pour terminer, c'est que vraiment, c'est une ambition inédite et formidable que l'éducation socioculturelle et tout ce dispositif dont je vous ai parlé. Reste à savoir, mais moi je suis à la retraite, donc je suis au courant de rien, reste à savoir où en est aujourd'hui cette ambition culturelle et sociale. Au-delà de la célébration, je voudrais être sûr qu'on ne perde pas cette ambition et qu'au contraire, on cherche à renforcer partout où c'est nécessaire le champ de l'éducation socio-culturelle des jeunes. Parce que, je vous l'assure, ESC, quel métier!